Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Plusieurs régions du Liban Sud et de la Bekaa ont été le théâtre de mouvements aériens israéliens inhabituels, marquant une escalade dans les violations de l'espace aérien libanais. À Kfar Kela, au sud du pays, une bombe sonore a été larguée par un drone de reconnaissance israélien sur une usine de pierre. L'explosion a semé la panique parmi les ouvriers présents, mais aucune victime n'est à déplorer. En parallèle, des drones israéliens ont survolé à basse altitude plusieurs secteurs de la Bekaa, provoquant l'inquiétude des habitants. La ville de Nabatiyé ainsi que les villages d'Arnoun et des alentours ont eux aussi été survolés par des drones israéliens. Dans le sud-est de la Mauritanie, aux confins du Sahara, une brigade pas comme les autres veille sur les frontières poreuses avec le Mali. Ce sont les méharistes, soldats montés sur dromadaires, héritiers d'une tradition coloniale, mais armés de drones dernier cri. Perchés sur leur monture, turban au vent et kalachnikov en bandoulière, ces gardiens du désert incarnent la réponse mauritanienne à la menace djihadiste venue du Sahel. Une réponse lente, silencieuse, mais redoutablement efficace. Aucune attaque sur le sol mauritanien depuis 2011. Le lieutenant-colonel Ikar Sidi, commandant du groupe nomade, déclare « Le dromadaire, c'est notre voiture du désert. Il va là où les 4x4 s'enlisent. » Le groupement nomade, soutenu par l'Union européenne, compte aujourd'hui 150 hommes et 400 dromadaires. Il opère dans les zones les plus reculées, recueillant renseignements, appui logistique et tissant un lien précieux avec les communautés nomades. Le colonel Boulaye El-Bachir souligne « En retrouvant les bêtes égarées, en soignant les troupeaux, on a gagné la confiance des populations. » Dans cette région, plus de 140 000 réfugiés maliens ont fui les violences djihadistes et les exactions de l'armée malienne. La stabilité de la Mauritanie est devenue un enjeu stratégique pour les partenaires européens. Les méharistes, à la fois soldats, éclaireurs, médiateurs, incarnent une stratégie mêlant sécurité et développement. Une stratégie que le Tchad, le Niger et d'autres pays sahéliens observent de près, car dans le désert, qui contrôle l'eau contrôle la paix. Un enfant hurle sa douleur devant l'hôpital Al-Aqsa à Gaza après avoir perdu son père et son petit frère dans une frappe israélienne. Depuis le 7 octobre, les bombardements se multiplient, laissant derrière eux un lourd bilan humain. À Gaza, la population civile continue de payer le prix fort de la guerre. Sur les marches de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, un jeune garçon pleure la perte de son père et de son petit frère victimes d'une frappe israélienne. Son chagrin incarne la douleur de milliers de familles gazaouis endeuillées par un conflit qui ne cesse de s'intensifier. Depuis le 7 octobre 2023, l'offensive israélienne a fait au moins 52 760 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Les hôpitaux, débordés, peinent à soigner les blessés, tandis que les infrastructures médicales sont elles-mêmes prises pour cible. À Deir el-Balah, l'hôpital Al-Aqsa, censé être un refuge, est devenu le théâtre de scènes de désolation. Les frappes israéliennes ont touché des tentes abritant des déplacés, provoquant des incendies meurtriers. Les images de familles brûlées vives ont choqué le monde entier. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu immédiat, mais les hostilités se poursuivent, laissant les civils pris au piège d'un conflit sans issue apparente. Le président russe Vladimir Poutine dit que son pays luttera toujours contre le nazisme et la russophobie dans un discours à la nation prononcé à l'occasion d'un défilé militaire marquant les 80 ans de la défaite de l'Allemagne nazie. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré Poutine.
Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination qui nous a apporté la victoire, a ajouté le président russe, tout en assurant que son pays a été et sera une barrière indestructible contre le nazisme et l'antisémisme. Dans les tribunes sur la place Rouge se tenaient de nombreux alliés de la Russie comme la Chine, le Brésil, le Kazakhstan, le Bélarus, le Vietnam, l'Arménie, Cuba et Venezuela. Devant eux ont défilé quelques 11 000 soldats, dont 1500 militaires ayant combattu en Ukraine, selon l'agence étatique TASS. Des soldats de 13 pays ont aussi pris part à la parade, dont ceux de la Chine, du Vietnam, de la Birmanie et de l'Égypte. Ces 3 dernières années, Poutine a évoqué la mémoire de la victoire sur l'Allemagne nazie pour défendre l'offensive militaire contre l'Ukraine, la Russie assurant vouloir dénazifier ce pays voisin dont elle occupe environ 20% du territoire. Première prise de parole du pape Léon XIV. Moins de 24 heures après son élection historique, le premier pape américain a célébré ce matin sa première messe dans la chapelle Sixtine. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian. Dans son homélie, le souverain pontife a livré un diagnostic sans détour sur le recul de la foi dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui encore, la foi est jugée absurde. Elle est remplacée par la technologie, l'argent, le pouvoir, le plaisir. Une critique assumée d'un monde matérialiste où les croyants, selon Léon XIV, sont de plus en plus marginalisés, voire ridiculisés. Mais le pape ne s'est pas limité au constat. Il a lancé un appel à l'action. L'Église, dit-il, doit redevenir un phare dans les nuits du monde. Avec ce premier message, Léon XIV affirme sa vision. Une Église engagée, tournée vers l'essentiel et prête à relever les défis d'un siècle en quête de repères. Dominus vobiscum. Un tournant dans la guerre commerciale mondiale. Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve partielle avec le Royaume-Uni, qualifiant l'accord des États-Unis et de la Grande-Bretagne de jour historique. Le président américain Donald Trump a tenu une conférence de presse dans le bureau ovale en présence téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer. Ensemble, ils ont salué un compromis aux bénéfices économiques réciproques. Trump a affirmé que le Royaume-Uni va ouvrir davantage ses marchés à notre bœuf, notre éthanol et à nos produits agricoles. Keir Starmer, pour sa part, a précisé qu'il s'agit d'un accord extrêmement important, notamment pour notre industrie automobile et notre sidérurgie. Les États-Unis ont accepté de réduire la surtaxe sur les voitures britanniques de 25 à 10%, mais la mesure ne fait pas que des heureux. Des constructeurs américains estiment que leurs partenaires nord-américains sont ignorés et que les priorités devraient aller vers le Canada et le Mexique, pas vers Londres. Du côté de l'administration, le ministre du Commerce, Howard Lutnick, a précisé que cette taxe plancher de 10% reste la meilleure option pour les pays ayant des échanges équilibrés avec Washington. Mais la Chine reste dans le viseur. Ses produits sont taxés à 145% et une rencontre est prévue ce week-end en Suisse pour tenter de dénouer la crise. Autre signe d'ouverture, Donald Trump s'est entretenu avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Berlin et Washington disent vouloir rapidement apaiser leurs différends. Selon des analystes économiques, Trump cherche à alléger les tensions douanières avant que l'inflation et le ralentissement ne les rattrapent. Une première trêve donc, mais les fronts restent nombreux. Japon, Corée, Inde, Europe et surtout la Chine. La guerre commerciale de Trump ne fait que changer de forme. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan franchit un nouveau cap. Les échanges de frappes, de drones et de missiles se sont intensifiés, plongeant la région du Cachemire dans une atmosphère de guerre. New Delhi a accusé Islamabad de nouvelles attaques nocturnes malgré les appels répétés à la désescalade de la part de la communauté internationale. Depuis le début des hostilités, au moins 50 civils ont été tués. Le Pakistan affirme avoir abattu 29 drones indiens. L'Inde, de son côté, annonce avoir neutralisé des défenses aériennes pakistanaises à Lahore. La grande ville de Rawalpindi a elle aussi été visée. Islamabad dénonce des attaques délibérées contre des civils.
Les écoles sont fermées et 24 aéroports indiens ont été suspendus par mesure de sécurité. Les appels au calme se multiplient. Le vice-président américain J.D. Vance a appelé à la désescalade mais prévient les États-Unis ne s'impliqueront pas. L'Iran mène une mission de médiation entre les deux capitales. Mais sur le front numérique, le ton monte aussi. L'Inde a ordonné à X, ex-Twitter, de bloquer plus de 8000 comptes accusés de propager des fausses informations. Alors que les armes parlent à la frontière, la diplomatie tente difficilement de reprendre le dessus. Mais pour les populations du Cachemire, le quotidien reste marqué par la peur et l'incertitude. Et maintenant, des événements culturels pour toute la semaine prochaine avec l'agenda culturel. Café, fast-food, pick-up surdimensionné, en Arabie Saoudite, les symboles de l'Amérique sont partout. Et cette fascination ne date pas d'hier. Fahed, ingénieur de 31 ans, a passé 9 ans dans le Tennessee. Depuis son retour à Riyad, il garde le même rituel matinal. Quand je suis revenu, le même café, la même commande, j'ai recommencé à vivre comme aux États-Unis, affirme-t-il. L'Arabie Saoudite, monarchie pétrolière et bastion de l'islam, vit pourtant à l'heure américaine. Le pays compte plus de 600 Dunkin' Donuts et les ailes de poulet sont devenues aussi populaires que le kabsa. Franchement, la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est d'aller manger américain. Les chicken wings, c'est devenu un classique, souligne Dalal Abdelaziz. Cette américanisation du quotidien saoudien va bien au-delà de la nourriture. Elle s'étend à l'architecture, au mode de vie et même à l'état d'esprit selon certains. Khaled El-Dossari déclare « On trouve une marque américaine à chaque coin de rue, c'est une partie de notre quotidien. » Depuis le lancement du programme Vision 2030, concerts et films hollywoodiens sont venus bousculer l'image d'une société longtemps fermée. Ce goût pour l'Amérique se reflète aussi dans les liens diplomatiques. Le président américain Donald Trump est attendu prochainement à Riyad, une visite symbolique qui renforce une alliance vieille de près de 80 ans, autour du pétrole, du commerce et désormais du style de vie. Ainsi se termine notre journal. Merci et bonsoir.